Merci. La première chose que je voudrais faire, c'est pas protocolaire, hein, mais c'est important, c'est de remercier Clermont Métropole de m'avoir invité et à travers ma personne d'avoir invité les associations de protection de la nature, dont la LPO que j'ai le bonheur de présider pour l'Auvergne. Parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle d'alimentation, on l'a entendu tout de suite encore, c'est absolument parfait. Mais malheureusement, on oublie un peu trop, à mon goût et au goût des scientifiques de l'Union internationale pour la conservation de la nature, on oublie un peu trop la biodiversité et la perte de biodiversité qui, de l'avis unanime de tous ces chercheurs, est au moins aussi grave pour l'avenir de l'humanité, j'ai bien dit de l'humanité, pas de la planète, hein, que le réchauffement climatique. Alors je vais essayer rapidement de vous expliquer pourquoi je me suis engagé et pourquoi nous, parce que je vais parler en quelque sorte au nom de tous les militants des associations de protection, pourquoi nous nous sommes engagés. Et donc je vais retracer quelques parcours de ma vie de naturaliste, parce que là mon engagement c'est celui d'un naturaliste de terrain, il faut que ce soit bien clair. On va parler bestiole, plus que réchauffement climatique. Et donc j'ai eu la chance de naître à la Courtine, dans la Creuse, il y a un certain temps, et dans un endroit qui était encore préservé. C'était près du camp militaire de la Courtine, qui fait une très très grande surface, et qui est en quelque sorte une réserve naturelle involontaire. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à courir dans les bois, à faire des cabanes, à ramasser les champignons, et si j'avais suivi le penchant naturel de l'époque, j'aurais fini chasseur. Mais mon grand-père, qui chassait, m'a amené une ou deux fois avec lui, et j'en garde un souvenir effroyable, puisque une des premières fois qu'il avait tué un lapin, il a fallu arracher l'œil pour le saigner. Vous avez tous vu ça plus ou moins à un moment. Et j'en ai fait des cauchemars pendant 3 jours. Et 60 ans après, je fais encore des cauchemars là-dessus. Et quand je vois une goutte de sang, je suis prêt à m'évanouir. Donc, pour moi, ce n'était pas la solution et ce n'est pas du tout vers là qu'il fallait aller. Alors, à l'époque, c'était une époque bénie parce qu'on allait à l'école, on faisait 1,5 km 4 fois par jour, parce que l'école était assez loin. Il fallait traverser la rivière, il fallait traverser des prairies avec un bocage qui était encore intact, et il fallait traverser une partie forestière, et on arrivait dans une école de campagne, une véritable école de campagne, où on sortait très souvent, et où les cours de sciences naturelles n'étaient pas dans les livres, mais dans notre environnement immédiat. Et puis après, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, dans les années 68-69, une belle année pour commencer la fac de lettres, je me suis renseigné pour savoir s'il existait des associations de protection de la nature. Or, à part des sociétés généralistes de protection de l'environnement en général, il n'y avait aucune association ornithologique, pas plus que d'association mammalogique. Et donc, dans les années 70, en 1970 même exactement, a été créé le Centre ornithologique d'Auvergne, qui est devenu la Ligue pour la protection des oiseaux. Au début, nous étions une quinzaine parmi les premiers adhérents. Aujourd'hui, la LPO Auvergne, qui a fusionné avec la LPO Aura, mais en Auvergne, nous comptons plus de 1600 adhérents. Donc des progrès considérables ont été faits, mais bien insuffisants encore, et j'espère qu'on va continuer à progresser. Alors là, à ce moment-là, on s'est organisé pour faire des inventaires de faune. J'ai regardé tout à l'heure, avant de venir, le premier atlas de la biodiversité, le premier atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne date de 1777. Et là, c'était absolument dramatique. Je peux vous dire qu'on vient de voir là, tout de suite des images de la rivière Allier. Quand nous sortions au bord de l'Allier, nous pleurions. Parce que nous étions comment dire, mortifiés. Nous avions en nous les blessures et les cicatrices qu'on infligeait au milieu naturel et aux animaux que nous aimions tant. Alors on a été obligés de réagir, mais nous n'avons pas réagi, contrairement à ce que certains veulent faire croire, nous n'avons pas réagi dans la haine de l'homme et dans la haine et dans le rejet de l'homme. Bien au contraire. Mais il fallait quand même, on était obligés de faire quelque chose parce que dans les premiers inventaires qu'on faisait, imaginez, il n'y avait aucune loi de protection. Les rapaces étaient encore cloués sur les portes des granges, on mettait des pièges à mâchoires pour les capturer, tous les égouts partaient dans les rivières, la plupart des municipalités avaient leurs décharges au bord de la rivière, et quand il n'y avait plus de place, on poussait les ordures dans la rivière pour qu'elles continuent. Donc franchement, à ce moment-là, nous étions traumatisés, nous étions persuadés que la loutre, par exemple, le hibou grand-duc ou le faucon pèlerin allaient disparaître. On les comptait, le hibou grand-duc et le faucon pèlerin, on les comptait sur les doigts de la main en Auvergne. Et
Et à ce moment-là, je ne suis pas un homme préhistorique, hein, mais je peux vous dire que dans ma courte vie, il y a plusieurs espèces qui ont disparu de l'Auvergne. Quand j'étais jeune, on allait dans les plaines de Limagne, où il n'y avait pas encore le maïs industriel bourré de pesticides et arrosé en longueur de journée. Eh bien, on voyait des outards de canepetière, qui est un grand oiseau qui niche à terre, on assistait à des parades. Jusqu'en 1958, l'aigle royal nichait dans les gorges de l'Allier, dans les environs d'Aléras. Donc, nous nous sommes lancés dans ce combat parce qu'il fallait absolument le faire. Mais ce combat était digne, parce qu'il avait deux gros mérites à notre idée. Le premier, c'était que le désintéressement qui était le nôtre faisait la noblesse de ce combat. On savait bien que personne viendrait nous remercier. J'imagine qu'il ne va pas y avoir une hirondelle ou un hérisson qui vont rentrer dans la salle tout de suite et qui vont dire « Chapeau les gars, vous faites du bon boulot, on va voter pour vous ou on va financer vos projets ». Donc ce désintéressement, je pense, avait quelque chose de noble qui nous a motivés. Et puis, deuxième chose, le bien fondé de notre engagement. On a quand même la chance d'avoir une passion, une mission qui ne souffre pas de doute. Parce que bon, j'ai été élu à un certain moment à la région Auvergne, et je ne vous cache pas que régulièrement, je doutais sur les votes qu'on me faisait faire ou que je faisais moi-même. Parce qu'on ne votait pas pour tel projet, parce que ce n'était pas le même parti politique, et ainsi de suite. Je ne voudrais pas parler de ça ce soir. Mais c'est pour dire que dans ce type d'engagement, j'étais dans le doute permanent. Alors qu'à la LPO, au groupe Mammalogique d'Auvergne, à la Société française d'études et de protection des mammifères, enfin à toutes les associations dans lesquelles je suis, je n'ai absolument aucun doute sur le bien fondé de ce que nous faisons. Personne n'arrivera jamais à nous convaincre qu'une rivière pourrie et recalibrée, c'est mieux qu'une rivière qui court au milieu d'un éboulis rocheux sous une hêtraie dans le massif du Sancy. Personne n'arrivera jamais à nous convaincre qu'un animal truffé de plomb, c'est mieux qu'un animal sauvage qui court libre avec ses petits. Donc nous avons fait cette phase de lutte, mais ce n'était pas suffisant. Et maintenant, dans la troisième partie, c'est une petite surprise, je voudrais vous parler de deux activités typiquement naturalistes de terrain qui ont changé ma perception des choses et qui correspondent à un changement de perception de l'ensemble des... Je vous rappelle que les naturalistes de France, les associations, c'est près d'1 million d'adhérents quand même, hein. Alors évidemment, on n'a pas de lobby suffisamment puissant, on n'a pas su s'organiser pour peser comme le font d'autres, mais peut-être qu'on le fera dans l'avenir. Et donc... les deux activités dont je voudrais vous parler qui ont été décisives, c'est l'affût et le pistage. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'affût, c'est une petite cabane hein, en branchage et en feuilles qu'on fait sur place, ou un petit affût qu'on transporte, c'est une toile avec un petit siège qui fait à peu près cette hauteur, avec des ouvertures de tous les côtés, et on se planque dedans pour photographier les mammifères ou les oiseaux ou pour observer la nature. Donc le pistage, commençons par le pistage. Quand j'étais plus jeune, au bord de la rivière, je connaissais bien les traces des animaux, hein, les renards, les blaireaux, les fouines, les martres, les écureuils. Bon, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de secret. Et un jour, j'ai trouvé une trace qui m'a paru extrêmement étrange, et c'était la trace de la loutre. Et je n'ai pas imaginé à ce moment-là que la découverte de cette trace allait totalement changer ma vie. Donc, on a commencé à faire du pistage. Alors la loutre, on l'a pistée pendant l'été en étant dans la vase au bord de l'eau, et puis le renard dans la neige. Et alors pourquoi ce pistage a été fondateur dans notre changement de mentalité et de comportement? Eh bien tout simplement parce que le pisteur, contrairement à celui qui veut détruire l'animal, contrairement à celui qui veut soit tuer l'animal, soit le prendre dans une mâchoire d'acier qui a toute la patience du monde, elle attend, elle est là, c'est l'animal qui fait le travail en posant le pied dessus. Il n'y a aucun mérite à tuer un animal en le prenant dans un mâchoire et en le piégeant, dans des mâchoires, et dans le piégeant. Eh bien, contrairement à ça, le naturaliste, lui, il piste l'animal et ce pistage l'oblige à beaucoup de patience et à beaucoup d'humilité parce qu'il veut voler un petit peu de la connaissance du territoire de l'animal qu'il veut voir ou qu'il veut comprendre ou qu'il veut étudier. Ça veut dire que non seulement on ne veut pas lui faire de mal, mais c'est à nous de nous effacer et c'est à nous d'avoir l'humilité pour pouvoir découvrir un peu des secrets de sa vie et du milieu dans lequel il vit. Et puis l'affût, alors lui, l'affût, quand on est dans un affût, quand on est jeune et que la prostate n'a pas encore manifesté son intérêt, on peut faire 6 ou 7 heures d'affût en continu. Et là, votre esprit s'évade, et puis d'un seul coup,
vous pensez à autre chose et vous vous dites « je fais partie de l'univers ». Et faire partie de l'univers, quand vous êtes dans un affût, je vais terminer en vous racontant une petite histoire qui est significative. Oui, non mais une petite histoire très rapide. C'est celle d'un paysan qui est en train de labourer. Puis d'un seul coup, son cheval s'arrête. Son cheval s'arrête et il ne bouge plus. Donc le paysan passe devant et il voit qu'il y a un énorme crapaud. D'habitude, il l'aurait écrasé avec le talon ou d'un coup de bêche, mais là, comme son cheval n'avance pas, il se dit « il faut que je fasse quelque chose ». Et contrairement à son habitude, il prend le crapaud et il le dépose délicatement sur l'herbe à côté. Et à ce moment-là, le crapaud se transforme en une merveilleuse fée. Et le paysan, il n'a pas demandé un gros tracteur à la fée. Il n'a rien eu à lui demander parce que le miracle s'était déjà produit. Le miracle, c'était que le regard de l'homme vis-à-vis de l'animal avait changé. Et c'est ça le vrai miracle. Et c'est là-dessus que je voudrais en terminer, puisque je souhaite que ce miracle nous permette de passer dans l'avenir d'un monde de brutalité, d'exploitation, de cynisme et de profit, à un monde d'humilité, à un monde d'amour, de respect des autres, y compris de toutes les formes de vie. Et je le répète, c'est le message que je voulais faire passer ce soir, à un monde d'humilité. Je vous remercie. Merci Christian Bouchardy.